Bienvenue dans ce nouveau décryptage technique. Aujourd'hui, on s'attaque à un document fascinant, rédigé par l'ingénieur Michael. Et croyez-moi, ça met le doigt sur un problème massif dans l'enseignement de l'électrotechnique. En fait, une simple habitude pédagogique a fini par se transformer en un véritable dogme totalement déconnecté de la réalité du terrain industriel. On va donc déconstruire tout ça ensemble en reprenant les concepts originaux pour rétablir une bonne fois pour toutes la vérité sur la conception des schémas électriques. Au programme de cette analyse, on commence avec cette fameuse erreur grave en schéma. Ensuite, on verra pourquoi la puissance est, elle, le seul vrai circuit standard. En 3, on passera à la commande, qu'on appelle la variable essentielle, avant de boucler sur des conseils super pratiques pour les formateurs. C'est parti. Partie 1. L'erreur grave en schéma, ou comment déconstruire un mythe pédagogique qui a la vie dure. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, d'une idée fausse, mais alors extrêmement répandue. La source explique que dans beaucoup de formations, on inculque encore aux apprenants l'idée qu'il existerait un fameux circuit de commande standard. La méthode classique, c'est de leur faire tracer un prétendu circuit type sur un tableau pour ensuite le bidouiller un peu. En gros, on leur fait croire qu'une espèce de solution universelle prête à l'emploi existerait dans la nature. Sauf que, et la réfutation est catégorique, l'auteur ne laisse absolument aucune place au doute. Je cite ces mots avec l'exaspération qui va avec. Ça n'existe pas, non, non et non. Le message a le mérite d'être clair, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de solution miracle préétablie. Et ce martèlement, ces 3 noms, ça souligne vraiment la frustration des professionnels de l'industrie face à une méthode scolaire qui induit profondément les futurs techniciens en erreur. Et pourquoi ça les rend fous ? Parce que les conséquences concrètes sur les apprenants sont désastreuses. L'analyse montre qu'ils se retrouvent complètement statiques face à un exercice nouveau. Privés de leur petit modèle standard illusoire, ils sont paralysés. Et plus grave encore, ils se plantent lamentablement dès qu'on introduit des contraintes réelles. Comme on ne leur a pas appris à réfléchir à partir de zéro pour un besoin spécifique, la moindre adaptation devient tout bonnement impossible. On passe à la partie 2, puissance, le circuit standard et ce qui, pour le coup, ne change jamais. Parce que oui, attention, la source établit une distinction très nette. S'il y a bien quelque chose de standard, c'est le circuit de puissance. Là, on parle d'une véritable structure universelle. C'est une configuration figée qui, comme l'indique le document, reste identique qu'on soit dans un pays ou dans un autre, et peu importe la langue parlée. C'est littéralement dicté par les lois de la physique. L'architecture pour distribuer l'énergie brute vers les récepteurs est immuable. Pour rendre ça un peu plus tangible, le texte s'appuie sur un exemple technique incontournable, le schéma du circuit de puissance d'un démarrage direct de sens de marche. Tout électrotechnicien connaît ça par cœur. Ça implique d'inverser 2 phases pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone. Eh bien, l'auteur insiste lourdement là-dessus. Ce schéma spécifique de puissance ne changera jamais. C'est une constante absolue à l'échelle mondiale. Il n'y a aucune créativité ou variabilité à avoir dans la façon de câbler la puissance de ce démarrage direct. C'est le roc, la fondation solide sur laquelle on va venir s'appuyer. Ce qui nous amène à notre 3e partie, la commande, la variable essentielle et toute l'importance de l'adaptation. C'est ici que l'auteur met en lumière une nuance linguistique super intéressante, qui révèle toute la philosophie de la conception. D'un côté, on dit « le circuit de puissance », avec un article défini. Ça souligne son côté unique et standard. Mais de l'autre côté, on parle d'un circuit de commande, article indéfini. Ça veut tout dire. Ça illustre qu'il n'y a pas un seul modèle, mais une multitude d'options. C'est une variable par définition. Alors, qu'est-ce qui remplace ce fameux standard qui n'existe pas ? La réponse est simple. C'est le cahier des charges. C'est la pierre angulaire absolue. Le document source est formel. Tout dépend du contenu de ce cahier. C'est lui qui va dicter les conditions de marche, d'arrêt, les temporisations, les sécurités requises. Sans ce cahier des charges, votre circuit de commande n'a tout simplement aucune ligne directrice. Du coup, l'architecture finale d'un circuit de commande repose sur 2 grosses variables. Premièrement, comme on l'a vu, les contraintes strictes du cahier des charges. Logique. Mais deuxièmement, et c'est fascinant, elle dépend de celui qui le conçoit. Et oui, l'humain entre en jeu. 2 concepteurs différents peuvent aborder exactement le même problème logique de 2 manières totalement distinctes. Regardons ce tableau pour bien visualiser ça. On part de notre base commune, le même circuit de puissance qui est immuable. Si les cahiers des charges diffèrent, on obtient logiquement plusieurs versions du circuit de commande. Mais le point crucial, c'est que même avec un cahier des charges 100% identique, si on a des concepteurs différents, on obtiendra quand même des schémas de commande variés. Et le plus beau dans l'histoire, tous ces schémas différents peuvent être parfaitement fonctionnels. Ça prouve bien que l'idée de vouloir standardiser la commande est complètement obsolète. On aborde enfin notre dernière partie, conseils pratiques aux formateurs ou comment mettre à jour la pédagogie. L'auteur lance ici un véritable appel, presque un cri du cœur. La gravité de la situation transparaît vraiment dans le texte. Je cite « Ce qui urge, chers formateurs et enseignants,
On ne parle pas juste d'une petite suggestion d'amélioration en passant. Non, c'est une demande de réforme fondamentale, immédiate de la façon dont on transmet la logique câblée aux nouvelles générations. Le remède qu'il propose tient en 2 étapes super pragmatiques. 1. On revient aux bases. Il faut apprendre aux apprenants le rôle concret de chaque organe de commande, comprendre viscéralement ce que fait un contacteur, un relais thermique ou une tempo. 2. Au lieu de donner des schémas tout faits, il faut enseigner une vraie méthode de résolution face aux situations fréquentes des cahiers des charges. C'est leur apprendre à réfléchir, à combiner ces organes intelligemment pour répondre à un besoin spécifique sur mesure. Pas d'appliquer une recette magique. Pour conclure, j'aimerais vous laisser sur cette réflexion. Si on arrive enfin à abandonner ce vieux dogme toxique du circuit de commande standard au profit d'une méthodologie de pure adaptation, comment une stricte adhésion au cahier des charges transformera-t-elle concrètement l'agilité et l'efficacité de nos futures conceptions électriques? C'est la vraie question pour l'avenir du sur-mesure industriel. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une prochaine analyse.